Bonjour et bienvenue dans ce 29e numéro de ma revue d'activité parlementaire en mode député. Pour ce nouveau numéro, qui est celui de la rentrée parlementaire, de la rentrée politique et sociale, je voulais vous parler de plusieurs sujets concernant mon activité en circonscription à l'Assemblée nationale, mais aussi dans les mobilisations. Pour commencer en circonscription, le mois de septembre, c'est le mois de la rentrée scolaire, ce qui m'a donné l'occasion de pouvoir me rendre dans plusieurs établissements et d'y discuter avec des parents, des enseignants et également des élèves sur la situation des écoles dans la circonscription, la 17e circonscription de Paris. Du coup, de se rendre compte à la fois des mobilisations qui ont eu lieu toute l'année dernière, qui ont permis de maintenir un certain nombre de classes ouvertes, et puis de celles qui sont encore nécessaires, puisque, vous le savez peut-être, le choix du gouvernement actuel, qui s'inscrit dans la continuité des précédents, est d'appliquer à l'école une logique comptable, c'est-à-dire de faire passer l'éducation nationale sous les fourches codines de l'austérité, ce qui signifie des suppressions de postes et des fermetures de classes. Alors c'est justifié à Paris par le rectorat notamment en expliquant qu'il y a une baisse de la démographie, mais le problème c'est qu'en supprimant et en fermant des classes dans notamment des quartiers populaires comme les nôtres, ça veut dire qu'il va y avoir un moins bon encadrement et des nombres d'élèves dans les autres classes qui vont augmenter. Et puis plus généralement, c'est une logique qui ne tient pas compte de la dimension éducative, puisque nous sommes en faveur, et c'est ce que demandent aussi les syndicats d'enseignants, d'un meilleur encadrement, de faire en sorte que les enseignants puissent avoir des classes à taille humaine, avec un petit nombre d'élèves pour pouvoir les suivre, et du coup la baisse de la démographie devrait permettre cela si on ne fermait pas de classe. Bref, c'est le choix du gouvernement va dans le sens, de notre point de vue, de moins bonnes conditions d'enseignement et d'études, d'autant que ce ne sont pas juste les classes qui sont fermées, c'est aussi, par exemple, comme au collège Aimé Césaire, c'est des postes de personnel qui sont supprimés, et ça signifie, au-delà de la question des enseignants, tout l'ensemble du personnel de l'éducation, que ce soit des CPE, des enseignants, mais aussi des personnes qui s'occupent de la cantine ou qui suivent les élèves dans les activités et s'occupent des lieux d'enseignement. Bref, c'est tout un environnement et qui est mis à mal par cette logique budgétaire. Et donc, le soutien que j'ai apporté aux collèges et aux établissements de l'arrondissement qui sont en mobilisation s'inscrit dans ce que nous défendons pour une véritable éducation nationale qui soit en capacité d'accueillir les élèves et qui leur offre à l'école tous les moyens et toute l'attention nécessaire pour leur émancipation et leur apprentissage des connaissances. Bref, donc une rentrée sur les chapeaux de roue dans les établissements. Également, en circonscription, des associations dont traditionnellement qu'on célèbre traditionnellement au début de l'année avec les fêtes des associations dans le 18e et le 19e arrondissement, où je me suis rendue pour rencontrer les bénévoles et les salariés de ces structures qui, très nombreuses dans les deux arrondissements de la circonscription, jouent un rôle vraiment très important en termes d'abord de proposer un certain nombre de services culturels, de services sportifs, d'aide sociale, et puis aide au quotidien. Les habitants et les habitantes ont une dimension civique et citoyenne extrêmement forte, mais sont elles aussi soumises à des difficultés, notamment dues au gel des emplois aidés et puis au non-renouvellement d'un certain nombre d'emplois aidés, de contrats aidés, qui mettent à mal ces structures, et c'est un des soucis constants que connaissent aujourd'hui ces structures. À ce propos, je voulais parler en particulier du travail que font des associations en matière de prévention des risques liés à la consommation des drogues dans notre arrondissement, entre le 18e et le 19e, dans cette circonscription. Depuis
plusieurs mois, il y a eu une recrudescence des personnes consommatrices de drogue et de drogue dure comme le crack qui se sont retrouvés à la rue suite à l'évacuation d'un campement à la porte de la Chapelle. Et donc, on a revu surgir dans les rues et de manière assez visible et assez choquante des personnes en très grande vulnérabilité, dans un état de santé très, très dur. Et ça, c'est dû notamment au fait que le travail des associations a été mis à mal. Elles ont moins les moyens de faire des maraudes dans les quartiers, dans les points de consommation. Et il y a un manque de vision politique sur une véritable politique de santé et de prévention des risques liés à la consommation de ces drogues. Et c'est notamment pour cela et sur ces problématiques-là que j'ai adressé un courrier à Madame Agnès Buzyn, qui est ministre de la Santé et des Solidarités, sur l'enjeu d'une véritable politique en la matière, de moyens donnés aux associations, parce qu'elles font ce travail crucial au quotidien de prévention, et aujourd'hui elles sont en difficulté. Voilà, c'est un exemple de problématiques locales qui sont aussi des enjeux nationaux et dans lesquels les associations jouent ce rôle important. Ça a été ces dernières semaines le constat que j'ai pu faire avec tous les acteurs et les actrices de la solidarité que j'ai rencontrés. Le mois de septembre n'ayant pas un agenda parlementaire encore trop chargé, de pouvoir aller sur le terrain et de rencontrer toutes ces personnes qui font encore une fois un travail extraordinaire et dont je salue l'engagement. Alors, en ce mois de septembre, nous avons aussi fait notre rentrée parlementaire à l'Assemblée nationale. À l'ordre du jour de cette session extraordinaire, puisqu'elle commence un mois plus tôt que la session ordinaire qui commence début octobre. Donc dès début septembre, nous avons commencé à travailler sur des textes de loi, des projets de loi du gouvernement, notamment celui sur la lutte contre la fraude. Et pour nous, c'était un débat important qu'ont mené nos collègues de la Commission des finances, en premier lieu en commission, et puis à l'Assemblée, nous sommes intervenus, et je suis notamment intervenue sur la nécessité de mener une lutte beaucoup plus volontariste et déterminée contre l'évasion et la fraude fiscale. Il se trouve que le projet de loi du gouvernement, il avance sur des points importants, c'est pas des petits points comme l'assouplissement du verrou de Bercy, le verrou de Bercy donc qui permet à des entreprises ou des particuliers de voir leur infraction fiscale négociée avec le ministère, a été assouplie. Donc il y a de nouvelles procédures notamment auprès du Parlement qui sont mises en place, même si le verrou n'est pas complètement n'a pas complètement sauté, ça nous semblait être une avancée importante. Mais malheureusement, comme c'est souvent le cas avec ce gouvernement, un petit pas en avant et 3 pas en arrière, puisque dans le même projet de loi, de nouveaux dispositifs vont faire en sorte que les mêmes personnes vont pouvoir bénéficier d'une forte clémence, notamment au niveau de la justice, voire ne pas avoir de condamnation, donc sur 2 articles en particulier, l'article 9 et l'article 9 bis, la mise en place d'une nouvelle procédure remet en cause en fait les quelques avancées qui ont été faites sur la question de la lutte contre l'évasion et la fraude fiscale, et puis surtout la lutte contre les paradis fiscaux n'est pas du tout pris à la mesure des enjeux, et donc c'est pour cela que nous avons fait un certain nombre d'amendements pour aller plus loin dans cette lutte, qui ont malheureusement été rejetés par le gouvernement. Donc vous le verrez dans la vidéo qui suit, ce sont plusieurs des amendements que j'ai présentés en séance sur ce sujet.
L'absence de reconnaissance de culpabilité est un véritable problème. Cette convention n'est pas inscrite au casier judiciaire et permettra donc à des sociétés responsables de fraudes de grande ampleur de conserver tous les bénéfices de l'innocence. Elles échapperaient aux conséquences importantes d'une condamnation, par exemple l'impossibilité de répondre aux appels d'offres des marchés publics, ça a été dit par notre collègue. Et l'utilisation de la transaction résulte d'une conception économique de la justice et son utilisation pour des faits de fraude fiscale paraît inquiétante. Je voudrais quand même rappeler, et ça a été évoqué, le cas d'HSBC en novembre 2017 qui a accepté de payer 300 millions d'euros pour échapper à un procès pour blanchiment de fraude fiscale au terme de la CJIP. Il était reproché à l'établissement d'avoir prospecté en 2006 et 2007 des contribuables en France et d'avoir permis à ses clients de dissimuler des avoirs au fisc d'un montant de 1,6 milliard d'euros. On ne peut que regretter que l'amende supportée par HSBC demeure faible au regard des montants dissimulés et des impôts éludés et que cette banque n'ait pas été reconnue coupable de ces faits. De même, au terme de la CJIP signée le 24 mai, la Société Générale accepte de payer une amende de 250 millions d'euros au Trésor public dans le dossier libyen. Dans un communiqué, la banque indique qu'elle avait accepté de payer un montant d'environ 1,3 milliard d'euros, de dollars au Doge et à la CFTC et au PNF, mais que, je cite, ce montant est particulièrement couvert par la provision inscrite dans le compte de la banque qui a été allouée à 2 litiges. Ces versements n'auront donc pas d'impact sur les résultats de la Société Générale. Ces accords, je cite encore, permettent ainsi aussi de clôturer l'enquête ouverte pour les mêmes faits par le PNF concernant des infractions aux lois anticorruption françaises, le dossier libyen. Au regard de ce communiqué, il apparaît que les amendes n'ont pas un caractère réellement dissuasif et qu'un procès aurait permis de mieux connaître les détails de cette affaire et de mieux approcher la réalité du préjudice. Voilà pour les raisons pour lesquelles nous nous opposons à cet article 9 bis. Je voudrais faire un rappel au règlement en vertu de l'article 58-1 pour la bonne tenue des débats et notamment leur sincérité. Nous souhaiterions avoir une explication de Monsieur le ministre Darmanin concernant cet article 9 bis, puisqu'il se trouve que ce même ministre s'était opposé à l'amendement présenté au Sénat et avait très brillamment, pour une fois, expliqué les raisons de son opposition. Il avait expliqué que la nouvelle extension au fait de fraude fiscale emporte 2 conséquences. D'une part, elle permet de contourner le verrou puisqu'il s'agit d'une forme de transaction judiciaire qui ne constitue pas une poursuite. D'autre part, en l'absence de jugement de condamnation, la répression pénale est susceptible de perdre toute sa spécificité puisqu'elle se rapprocherait du mode de règlement transactionnel effectué par l'administration fiscale. Il pourrait être alors paradoxal de vouloir que l'autorité judiciaire puisse se saisir du dossier de fraude fiscale si c'est pour lui réserver par ailleurs un traitement similaire à celui qui est mis en œuvre par l'administration. Je vous renvoie au débat que nous avons eu tout à l'heure et à celui que nous aurons, je l'imagine, en fin de discussion. Pour toutes ces raisons, le gouvernement émet un avis favorable sur ces 2 amendements qui tendent à la suppression de cette mesure. Donc nous avons donc un ministre qui, au Sénat, a approuvé la suppression du même amendement qui a été présenté ce soir, alors que le ministre, ce soir, s'y est opposé. Il nous semble, si nous voulons croire un tant soit peu à toutes les bonnes intentions qui sont présentées par les collègues de la majorité, et je pense que nous avons joué le jeu, encore une fois, en appuyant des amendements que nous pensions positifs et en vous prenant en mot sur les intentions de ce projet de loi, nous aimerions donc la présence de M. Darmanin, ou alors M. Dussopt pourra peut-être nous expliquer et argumenter ce volte-face en un mois. Que s'est-il passé? Quelles sont les raisons? Mais nous insistons, y compris par respect pour ce Parlement, que M. Darmanin revienne nous expliquer son volte-face. C'est un amendement qui a pour objectif de redéfinir des critères pertinents afin d'établir une liste des États et territoires non coopératifs correspondant aux pratiques fiscales réelles de ces États. Cet amendement s'appuie notamment sur les recommandations de l'ONG Oxfam en la matière. En effet, ça a été dit par nos collègues, la simple transposition de la liste européenne des paradis fiscaux ne s'attaquera pas aux pratiques d'évasion fiscale puisque cette liste ne comporte plus que 7 États dans aucun paradis fiscal notoire. Associé aux sanctions pertinentes prévues par le droit français, le dispositif que nous proposons constituerait à l'inverse une avancée majeure dans la lutte contre les pratiques de fraude et d'évasion. Les critères proposés reposent sur la transparence fiscale, les normes BEPS et l'absence de mise en place d'un régime fiscal dommageable conformément aux préconisations du Conseil de l'Union européenne et de l'OCDE. Cela permettra d'intégrer à cette liste française un certain nombre d'États que l'on devrait considérer comme des paradis fiscaux, mais qui actuellement ne sont pas dans la liste.
Rappelons que ces pratiques qui existent également au sein même de l'Union européenne, avec l'exemple par exemple en 2014 d'Apple qui a payé 0,05% d'impôt sur ses bénéfices du fait de sa domiciliation en Irlande, sont donc un problème non seulement français mais européen. Cela a été dit, le scandale des LuxLeaks a révélé que 340 entreprises ont passé des accords fiscaux secrets avec le Luxembourg pour payer un taux d'imposition dérisoire. Élargir cette liste des paradis fiscaux aura des conséquences bien précises. Selon Oxfam, donc, les entreprises du CAC 40 possèdent actuellement 1450 filiales dans les paradis fiscaux. Seulement 10 d'entre elles se trouvent dans l'un des paradis fiscaux identifiés comme tels dans les listes françaises et européennes. En élargissant cette liste, l'ensemble des 1450 filiales pourrait être sanctionné. En outre, cet amendement renforce le poids du Parlement, lui permettant de débattre sur l'application effective des critères et sur cette liste, sur la base d'un rapport remis par le gouvernement. Enfin, c'est un amendement qui prévoit une clause de sauvegarde au bénéfice des pays reconnus comme les moins avancés. Merci. Il nous semble que c'est donc un amendement de bon sens qui devrait recevoir votre approbation. Parce que je pense qu'on ne peut pas faire une critique sérieuse de ce type d'amendement en expliquant qu'on serait simplement dans le symbole, étant donné les nombreux amendements qui ont été présentés, y compris à chaque fois en essayant de trouver des compromis, en revoyant à la baisse les propositions, très concrètement, qui ont été faits. Et je ne crois pas non plus qu'on puisse arguer d'une forme de célébration de l'impuissance, parce que c'est justement tout le contraire. Nous sommes ici en Assemblée nationale, nous faisons la loi et nous proposons de donner des moyens au gouvernement d'avoir du lourd, justement, dans sa besace quand il ira négocier à l'international. Et par contre, ce qui est dit là, et M. Bourlange, encore une fois, je pense que vous vous en rendez compte quand même, quand vous expliquez qu'en fait, on ne peut rien faire, qu'il faut l'unanimité, et si on n'a pas l'unanimité en Europe, on ne peut rien faire. C'est ce que vous avez dit, M. Bourlange, et c'est pareil au niveau... Et c'est pareil au niveau international, vous consacrez l'impuissance. Par contre, là où vous avez raison, et je pense que vous connaissez un peu mieux ce que les uns et les autres ont défend pour ne pas nous faire ce reproche-là, c'est de ne pas voir le problème institutionnel. C'est précisément ce que nous disons, qu'il faut remettre en cause un certain nombre des institutions. Et cette bataille que nous menons, et vous le savez qu'on l'a menée au Parlement européen, on le mène aussi avec nos collègues du bloc de gauche au Portugal et de Podemos en Espagne, avec lesquels nous avons mené une campagne sur la question de la fraude et l'évasion fiscale. Donc vous voyez bien que ce n'est pas simplement une question de symbole, mais aussi d'action concrète, et que nous mettons sur la table des propositions qui nous semblent aller dans le bon sens, y compris pour faire en sorte qu'au niveau européen, on n'en soit pas simplement dans la célébration et les vœux pieux, mais qu'on soit effectivement dans l'action. Alors enfin, il y a eu et il y a toujours beaucoup de mobilisations sociales à Paris et ailleurs. Je voulais parler en particulier aujourd'hui de deux mobilisations importantes. La première, c'est celle des agents et personnels de centres médicaux de psychiatrie à Paris qui sont mobilisés depuis plusieurs mois, en fait, contre les processus de regroupement qui sont faits aujourd'hui. Donc ça fait un certain nombre d'années que ces processus sont en cours dans la santé en général, dans l'hôpital en général. Alors l'idée, c'est de mutualiser les moyens. Vous connaissez la musique, pour réduire les coûts. Alors ils disent que ça permet une meilleure coordination, mais en vérité, ce que ça crée surtout, c'est qu'il y a un maillage beaucoup moins fin du territoire et donc des points d'accès à la santé beaucoup moins proche des habitants, près du terrain. Et vous avez dû voir, comme beaucoup, tous les reportages qui se font aujourd'hui sur l'état de l'hôpital, l'état des soignants, et leur mobilisation justement pour dire il nous faut beaucoup plus de moyens, et là ça va pas du tout parce que on en arrive à maltraiter nos patients parce qu'on ne leur accorde pas suffisamment d'attention, et on n'a pas le temps, on n'a pas les moyens. Il y a un turnover et un burn-out vraiment insupportable dans cette profession, et ces personnes, que ce soit les usagers, les patients, les soignants, font un travail titanesque pour que l'hôpital reste debout.
notamment ma collègue Caroline Fiat qui a été pas mal investie là-dessus sur la question des EHPAD, mais voilà, c'est un problème général de la santé. Et donc là, à Paris, notamment, la psychiatrie est mobilisée depuis plusieurs mois, et donc je leur ai adressé mon soutien, puisque c'est une dimension souvent peu discutée dans le débat sur l'hôpital et la santé, et puis voilà, c'est une lutte importante qu'il faut soutenir. Donc je vous invite à aller signer la pétition qui est en ligne en ce moment pour soutenir cette lutte. La deuxième lutte dont je voulais parler aujourd'hui, c'est celle des salariés d'un grand hôtel parisien, d'un hôtel de luxe, le Parc Hyatt. Je ne sais pas comment on dit en fait avec l'accent, mais Parc Hyatt, ou ça s'écrit Y-A-2-T. C'est un grand hôtel qui est place Vendôme, et dont les salariés sont sous-traités dans tout un ensemble de services, y compris des services internes à l'hôtel, comme la sécurité, comme des gens qui travaillent depuis plusieurs années dans cet hôtel, et qui sont aujourd'hui donc mobilisés pour contre la sous-traitance et la précarité de leur statut, et pour des augmentations de salaire. Donc je leur envoie tout le soutien, et là aussi, n'hésitez pas, si jamais vous vous perdez, vous vous retrouvez du côté de la place Vendôme, ça arrive des fois, allez leur transmettre tout votre soutien et solidarité dans leur mobilisation. Enfin, je voulais vous parler de quelques campagnes actuelles et à venir. La première concernant la municipalisation du Vélib, du service de location de vélos à Paris. C'est une campagne qui est lancée avec Danielle Simonet, notre conseillère de Paris, qui est conseillère municipale aussi dans le 20e arrondissement, et donc de nombreux groupes d'action et d'insoumis et d'insoumises de Paris qui souhaitent, et avec raison, la municipalisation du service Vélib. C'est un service qui, depuis un an, a connu beaucoup de difficultés, puisque c'est sous-traité par la ville auprès d'une entreprise privée, et on s'est rendu compte, comme nous le disons souvent sur ce genre de questions, que les entreprises privées n'ont pas les moyens, y compris en termes de savoir-faire, de prendre en charge ce type de besoins et de services, et donc il y a eu des retards, énormément de problèmes techniques et organisationnels. Bref, la ville même a dû dépêcher des agents pour conseiller cette entreprise privée, et donc ça confirme de notre point de vue la nécessité que ce soit un service vraiment public, avec des agents à statut qui peuvent prendre en charge ce type d'infrastructure, et voilà, que ce soit géré par la collectivité. Et donc c'est une campagne de votation qui est lancée depuis le 16 septembre, et pendant un mois, beaucoup de points de vote sont organisés dans les différents arrondissements de Paris, et donc je vous invite à aller signer la pétition, l'appel à municipalisation, donc sur le site dont vous trouverez les liens en dessous de cette vidéo. Et n'hésitez pas, si vous voyez des visuels ou des points de vote avec ce visuel. Il s'agit de cette campagne très importante, citoyenne, et pour la municipalisation du Vélib. Voilà. D'autres campagnes nous attendent. Il y a les mobilisations, bien sûr, sur les questions des retraites, en plus des luttes sociales, et puis des campagnes électorales avec l'annonce de la démission de Manuel Valls de l'Assemblée nationale. Nous avons peut-être la possibilité d'avoir une élection législative partielle dans l'Essonne, et d'avoir une 18e députée en la personne de Farida Amrani. Donc ça va être dans les prochains mois, parce qu'en fait, à partir de la démission, on a 3 mois pour organiser une nouvelle élection, s'il démissionne effectivement bien de tous ses mandats. Et donc ce sera une campagne importante, parce que comme vous le savez, à 17 on fait un super boulot avec toutes nos équipes, à 18 on en fera encore un meilleur, et donc ce ne sera que de bon augure si on arrive à gagner cette législative. Rien n'est gagné d'avance, jamais, mais je pense qu'avec l'investissement et l'implication de tous et toutes, nous avons les moyens d'avoir une 18e députée à l'Assemblée nationale.
nationale. Et donc, j'invite tout le monde à participer dès que la campagne sera lancée à cette mobilisation importante, qui sera un prélude à la campagne des élections européennes, qui est aussi un objectif important. C'est une forme de test à mi-mandat pour le gouvernement, pour la majorité, parce que de notre point de vue, la question des politiques européennes telles qu'elles sont menées en France, en fait, est une manière de sanctionner, poser cette question, c'est une manière de sanctionner le gouvernement qui applique de manière aveugle et zélée la politique dictée par Bruxelles. Et donc, c'est pas quelque chose d'abstrait ou d'idéal sur l'Europe qu'on voudrait. La réalité de l'Union européenne telle qu'elle met en œuvre ses politiques, c'est la privatisation de l'énergie, c'est la remise en cause de la SNCF, c'est la mise en concurrence des salariés, le dumping social, c'est l'absence de volonté de se battre contre les paradis fiscaux et donc de laisser 80 à 100 milliards d'euros tous les ans échapper à la contribution collective. Voilà, ce sont des questions très concrètes et qui aujourd'hui sont portées dans la politique du gouvernement, une politique antisociale et anti-migrants, comme montrait le vote de la loi Asile et Immigration. Et donc c'est tout ça qu'il faut sanctionner. Et là aussi, avec l'enjeu qu'à Bruxelles, qu'au Parlement européen, on ait un commando de choc qui soit en capacité de remettre en cause ces règles qui oppriment les populations et de faire porter un message d'alternative que nous portons d'ailleurs avec nos partenaires au niveau européen au sein du mouvement Et maintenant le peuple qui regroupe des organisations progressistes de toute l'Europe, de l'Espagne avec Podemos, le Portugal avec le Bloc de gauche, plusieurs pays scandinaves et d'autres encore qui vont nous rejoindre dans cette campagne et dans ces mobilisations que nous menons de concert, en collaboration, en partenariat et avec bien sûr l'objectif de construire une autre Europe que celle qui existe aujourd'hui. Donc voilà un peu dans les prochains mois les échéances que nous aurons à construire et dans lesquelles nous serons bien entendu, moi dans la circonscription à l'Assemblée, mais aussi l'ensemble du groupe parlementaire de la France Insoumise dans les mobilisations, aux côtés des luttes et pour continuer à défendre une autre vision en France, en Europe et dans le reste du monde de la société, le partage des richesses, la transition, voilà. Vous connaissez la chanson comme on dit. Voilà, en très rapide et en quelques minutes, le résumé un peu de ce premier mois de rentrée parlementaire. Si ça vous a plu et intéressé, n'hésitez pas à mettre des pouces bleus, à diffuser cette vidéo sur tous les réseaux, à vous abonner. Et je vous dis donc à bientôt pour un prochain numéro de En mode député.